ce 10 novembre 2025 a marqué au Gabon l'ouverture du procès de Sylvia et Noureddine Bongo qui sont jugés devant une cour criminelle spéciale pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de détournement de biens publics et blanchiment de capitaux. L'Africa Newsroom porte un regard inédit sur ce procès de tous les dangers qui défraient déjà la chronique à travers la publication de plusieurs enregistrements secrets. L'implication directe de l'actuel président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, soulève de nombreuses questions autour de son accession au pouvoir par putsch le 30 août 2023. L'émoi provoqué par la publication de ces enregistrements ne peut occulter la responsabilité de Sylvia et Noureddine Bongo, épouse déchue d'Ali Bongo Ondimba et fils de Bongo Ondimba. Pour analyser les enjeux de ce procès, nous sommes accompagnés de trois personnalités de référence. L'éminent professeur Claude Abbé, professeur bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, Adaou. Maître Daniel Blaise Ngos, maître bienvenue. Merci de me recevoir. Et maître Blaise Etoa, maître bienvenue. Merci, madame. Chers invités, avant d'analyser tous les éléments de ce procès, partagez-nous vos premières impressions. Que vous inspire ce procès pour crime économique de Sylvia Noureddine Bongo et le contexte spécial dans lequel il va se dérouler? La parole est à qui veut la prendre en premier, professeur peut-être? Bon, en réalité, le coup d'État qui a été réalisé au Gabon et l'élection n'a pas soldé tout le passif du couple ou de la famille Bongo à la tête de l'État. Et il manquait quelque chose. Les capacités de nuisance de cette famille sur le jeu politique, leur emprise sur le jeu politique n'était pas totalement lessivée. Il fallait donc trouver un moyen pour arriver justement à neutraliser, de mon point de vue, cette famille et à neutraliser les quelconques capacités de ceux qui auraient pu se mobiliser contre le pouvoir actuel. Il me semble donc que c'est un cycle, c'est un processus. Vous avez vu, il y a eu le coup d'État. Après le coup d'État, il y a eu le dialogue national. Après le dialogue national, il y a eu l'élection. Mais ça n'impactait pas de manière très spécifique la famille Bongo qui demeurait une menace pouvant revenir au pouvoir. Et donc, à ce titre-là, en lessivant les possibilités sur le plan économique, parce que n'oubliez pas que l'ouverture du procès s'est accompagnée de la difficulté d'accès aux biens des Bongo et de leurs ressources, de la confiscation de leurs ressources financières. Il me semble que là, on pourrait être en face, quand on voit le niveau d'implication de la présidence, on pourrait être en face d'un usage politique de l'appareil judiciaire pour arriver à enraciner de manière certaine le pouvoir. Maître Ngossou, une autre lecture peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut déjà, professeur Abbé l'a rappelé au début de son propos. Je crois qu'il faut partir des élections qui ont conduit au coup d'État au Gabon. Après ce coup d'État, effectivement, il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, parmi lesquels l'interpellation de l'épouse et du fils, pour ne parler que d'eux, du président Bongo, et de la mise en résidence surveillée du président Bongo lui-même. Il y a eu des perquisitions qui ont été faites. On parlera peut-être des conditions de ces perquisitions tout à l'heure. Il y a eu de l'argent liquide et beaucoup d'autres choses qui ont été saisies. Et il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée. Personnellement, c'est un processus normal. C'est-à-dire que lorsqu'on a engagé une procédure en justice, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est qu'après les enquêtes, la première phase qui est la phase d'enquête préliminaire, où il y a l'information judiciaire. Après l'information judiciaire, on saisit l'organe de jugement, qui est le tribunal qui va juger. Et à ce moment, chacun apporte les éléments qui sont les siens pour se défendre. Sauf que, entre-temps, il y a eu des mises en liberté provisoires, comme ils appellent au Gabon, qui sont intervenues dans des conditions que, finalement,
le monde extérieur a pu voir et qui sont des conditions qui interrogent quand même sur les objectifs de cette procédure, sur les méthodes qui sont employées et finalement sur l'efficacité des actions qui vont être posées par la justice et surtout sur le regard qui est posé aujourd'hui sur la justice gabonaise, qui malheureusement, et je ne peux pas donner tort au professeur Abbé, qui parle d'une utilisation politique de l'appareil judiciaire. Et je crois que ça, c'est un gros problème qui va affecter forcément le travail excellent qui a été fait par les avocats, par les magistrats, par les policiers et autres, qui peut-être a été fait dans de bonnes conditions, de bonne foi, mais sur lequel aujourd'hui, ce qui s'est passé au cours de cette séance que tout le monde a pu voir, pose quand même un problème de crédit et de confiance en cette justice qui finalement devra rendre sa copie. Parce qu'il faut le savoir, il suffit pas de rendre une décision, mais il faut que cette décision d'abord soit acceptée, ensuite soit exécutable, donc exécutée. Maître Etouaf, tu as quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, qui est suivi à la rétention des interventions de co-panélistes, ce qu'il disait très très vrai. Il y a quelque chose qu'il faut d'abord constater, c'est que aux États-Unis, Trump, après qu'il est parti de son mandat, a été poursuivi par l'équipe de Biden. C'est-à-dire qu'on attaque un ancien président pour des raisons qu'on peut imaginer, qu'on peut supposer. En France, le président Sarkozy a été condamné, il est écroué. Cela voudrait dire que dans la conscience humaine, le président n'est plus ce roi-là qu'on ne peut pas toucher. Et comme ils disent au Gabon, il y a aussi peut-être ça. Mais le vrai problème de fond, c'est que l'implication politique dans la justice au Gabon, ce que j'ai vu dans les vidéos là, est un peu très très difficile à comprendre. Parce que, bien sûr, le pouvoir judiciaire n'existe pas, même aux États-Unis. C'est qu'une autorité judiciaire. En tant qu'autorité judiciaire, l'autorité est soumise à une autre autorité, le président de la République. Mais maintenant, dans certains pays, la majorité des pays, l'exécutif ne s'implique pas directement dans les affaires de la justice. Ils essaient de faire comme si ce n'est pas leur affaire. Mais quand je vois dans les vidéos, le ministre qui reçoit le président de la Cour d'appel et le procureur général directement dans les vidéos, ça gêne un peu. On a l'impression que l'indépendance de la justice n'existe pas. Quand je vois dans les vidéos, le président de la Cour d'appel venir rencontrer les inculpés, accusés, et leur demande de faire un certain nombre de choses, sachant que ces inculpés-là ont un avocat. On refuse de faire venir l'avocat des inculpés. À ce moment-là, c'est un peu beaucoup plus gênant. On a l'impression que ce n'est pas la République. C'est ce que j'ai eu comme impression. Cette fois, on reviendra justement sous le commentaire de ces vidéos. La publication des vidéos est donc joue un rôle trouble pour le président de la République qui a accédé au pouvoir le 30 août 2023, marquant un tournant dans la vie politique du Gabon. Un coup d'État mené par l'armée avec à sa tête, on le disait, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui vient mettre fin à 56 ans du règne de la famille Bongo au Gabon. Omar Bongo Ondimba a été élu le 2 décembre 1967. À sa mort en juin 2009, son fils Ali Bongo Ondimba lui succède et va régner de 2009 au 30 août 2023, date fatidique où un coup d'État porté par celui qu'on indique être son cousin va le porter à la présidence. Mis aux arrêts, ensuite libéré par des interventions multiples, Madame Sylvia Bongo, Nouridine, son fils, à la veille de leur procès par contumace au Gabon, vont révéler des vidéos filmées avec des lunettes espions et un dispositif qui met à jour des pressions et des transactions ayant conduit à leur mise en liberté provisoire. Africa 24, au vu de la teneur de ces éléments manifestement avérés, où l'on voit des magistrats, des militaires, des agents du palais présidentiel et surtout le président de la République a choisi de vous publier en intégralité la première vidéo que nous vous proposons est la rencontre au sein du domicile de l'ancien président. Les autorités judiciaires les plus gradées du pays sont filmées à leur insu en présence de l'ex-président Bongo, sa femme, son fils. Nous la regardons. En fait, on est venu parce qu'on est réclamé. Bonjour, d'abord, Monsieur le Président, je me présente. Je suis Madame Diane Moussunda, agent judiciaire de l'État. Alors, nous sommes là ce matin sur instruction ferme du chef de l'État
qui souhaite que cette affaire soit réglée avant midi. Attends, on va déjà voir. Donc, en fait, nous sommes là. Je pense que votre épouse et M. Noureddine le savent déjà. Ils doivent être mis en liberté provisoire et le chef d'État souhaite que ça soit fait rapidement parce que je crois que vous avez sollicité pour voir quitter le pays. Alors là, ici présent, vous avez Madame le Premier Président de la Cour d'appel de l'Hippolyte qui doit rendre la décision, sa décision est faite. Vous avez Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de l'Hippolyte, M. Diminant, qui est maître des poursuites. Vous avez les avocats de l'État, Maître Moutsinga, Maître Abonjo et Maître Assimeka. Alors, les documents qu'on souhaite faire signer, c'est juste les documents pour que la mise en liberté provisoire soit effective. Nous, en partant d'ici, vous êtes libre de prendre le vol, de faire ce que vous souhaitez faire. Les documents, vous allez les lire, ça n'a rien de compliqué. On a essayé de faire le plus simplement possible avant de signer. Il n'en demeure pas moins qu'il nous faut certaines garanties, parce que vous quittez le Gabon, mais il faut quand même, et vous le savez mieux que nous, il faut quand même qu'on prenne des garanties par rapport au fait que vous ne sortez pas pour poursuivre le Gabon, vous ne sortez pas pour intenter des actes contre nous. Voilà, vous sortez pour des raisons médicales. Comme je dis. Donc je peux lire à haute voix si vous le souhaitez pour plus de... Non, on va le lire. Voilà. Ça n'a rien de... Il y a 2 copies, non Non, juste pour que les gens lisent en même temps. Oui. Il y a 2 copies. Parfait. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Parce que le président a dit que ça doit être fait avant midi. Donc on n'a pas le temps d'attendre mettre... Tu dis à voix haute, Noureddine? Si vous voulez. Par ordonnance de non-lieu partiel, requalification et de transmission de pièces au parquet général en date du 10 avril 2025, le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet a dit suffisamment établi à l'encontre de Madame Sylvia et Monsieur les infractions de recel, instigation au faux et usurpation de fonction pour la première et de détournement de fonds publics, corruption active, concussion, usurpation de titres et de fonctions de blanchiment de capitaux pour le second. Par lettre en date du 12 mai 2025, le Conseil a sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison... Usurpation de fonction. C'est pour moi ça. A sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison médicale. Et ça, juste pour rassurer, madame, vous avez eu l'ordonnance. Oui, on l'a vu. Donc on a fait que reprendre les termes de l'ordonnance. Non, je l'ai jamais vu, c'est pour ça que je... Bon, on avait juste vu la notification, mais... Le présent, article numéro 1, présent. Le présent protocole a pour objet de régler les conditions de mise en liberté provisoire de Madame Sylvia et Monsieur Noureddine. Action 2 sur l'action publique. Il est convenu entre Madame Sylvie et Monsieur Noureddine et l'État gabonais que le présent protocole ne met pas fin à l'action publique relative aux infractions retenues dans l'ordonnance du 10 avril 2025 et qui ne dispense pas les susciter des condamnations ou peines complémentaires qui l'encourent conformément à la loi, sans préjudice toutefois de la prise en compte des compositions pénales intégralement mises en œuvre entre les parties. Sur l'action civile. Le présent protocole ne constitue pas une renonciation de la part de l'État gabonais à réclamer à Madame Sylvie et Monsieur Noureddine devant toute juridiction pénale ou civile l'allocation de toute indemnité en réparation de préjudice moral ou financier consécutif aux infractions qui leur sont reprochées au terme de l'ordonnance du 10 avril 2025. Article numéro 4. L'État gabonais consent à ne pas s'opposer à la demande de mise en liberté provisoire formulée sous la plume de leur conseil par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine dans le cadre de la procédure pénale pendante. Madame Sylvie Aimé Valentin, Monsieur Noureddine s'engage en contrepartie à déférer à toute convocation qui leur sera communiquée par la justice gabonaise afin de répondre des infractions qui leur sont reprochées. En outre, Sylvie et Noureddine s'engagent à renoncer à toutes les procédures initiées ou projetées contre l'État gabonais ou ses institutions ou ses représentants en rapport avec leur détention, aussi bien sur le plan national qu'international. Ne pas communiquer personnellement ou par personne interposée avec les médias nationaux ou internationaux, quels qu'en soient les supports, sur toute question en lien avec la procédure pénale pendante ainsi qu'avec leur détention. Ne pas s'opposer personnellement ou par personne interposée d'une quelconque manière, que ce soit aux procédures de rapatriement ou de rétrocession de fonds de biens actuellement engagés par l'État gabonais. Conserver au présent protocole un caractère strictement confidentiel, sauf à s'exposer à l'application de la clause pénale prévue à l'article 6 ci-après. À ce titre, il s'interdit strictement de dévoiler le contenu en tout ou partie à qui que ce soit.
Ne pas nouer de contact ou des liens avec une ou plusieurs personnes politiques ou civiles, militaires gabonaises et ou étrangères dans le but de déstabiliser les institutions de la République gabonaise ou de décrédibiliser ses dirigeants. Le présent protocole prendra effet dès sa signature. Clause pénale. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales gabonaises, la violation par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine, directement ou par personne interposée, de l'une quelconque clause de ce protocole entraîne solidairement pour ces derniers l'obligation de payer à l'État gabonais une somme d'1 milliard de francs CFA par violation constatée, et ce nonobstant toute action en indemnisation des préjudices adhérents qui pourraient intenter l'État gabonais. Article 3. Le présent protocole est régi par le droit gabonais. En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole, les parties conviennent qu'à défaut de résolution amiable, les juridictions gabonaises seront seules compétentes pour en connaître. Fait à Libreville, 2 exemplaires le 13 mai. Alors, messieurs, nous venons de regarder une vidéo dans laquelle on voit distinctement l'ancien président Ali Bongo. On entend distinctement la voix de son fils lire les clauses de négociation qui leur sont soumises. Professeur Abbé, comment interpréter la présence d'un procureur, d'un président de cour d'appel et des autorités judiciaires au domicile privé de 2 prévenus? Alors, vous comprenez quand j'étais en train de dire ici qu'on pourrait être en présence d'une situation d'usage politique de l'appareil judiciaire. Vous rendez compte que on est là dans une situation où le politique est fortement impliqué avec l'appareil judiciaire, et ça pose un problème. En fait, la démocratie gabonaise est à l'épreuve de ce procès-là, dans la mesure où la célèbre séparation des pouvoirs est problématique ici. On voit bien que le judiciaire et l'exécutif sont main dans la main pour traiter d'une question qui a un caractère judiciaire. Et on se rend également compte que ce n'est pas dans les structures habituelles, telles qu'on le sait, les procès et tout le reste, ça se déroule dans les juridictions. Mais si la juridiction se déplace ici avec le politique pour aller rencontrer les prévenus dans leur domicile, c'est inhabituel. De ce point de vue-là. Peut-être chez les juristes, ils pourraient peut-être le justifier si ça existe de ce côté-là. Donc, il me semble ici qu'on est véritablement dans une situation où l'appareil judiciaire semble avoir été mobilisé pour liquider les 60 ans, la soixantaine d'années de règne de Bongo. De ce point de vue-là. On peut pas, il va être difficile de ne pas faire le lien entre le coup d'État, l'élection qui a eu lieu et la capacité de nuisance que peut encore avoir les Bongo dans le champ politique. On constate là que il y a une construction judiciaire des luttes politiques à ce moment-là. C'est l'impression que ça donne cette implication des autorités civiles et extra-judiciaires dans cette affaire-là. Professeur Abbé, merci pour cette lecture du jeu politique au Gabon. Je m'intéresse à présent à Maître Eto et Maître Ngos. Sur un plan strictement judiciaire et procédural, est-ce qu'on peut comprendre de tels actes des autorités judiciaires? Est-ce un fait sans précédent ou c'est assez courant dans ce type de situation? Alors, je crois qu'il faut nuancer. Est-ce qu'un tribunal peut se déporter dans un domicile privé pour poser des actes juridiques et judiciaires? La réponse est oui, mais c'est dans un cadre bien précis. Ça peut être dans le cadre d'une commission rogatoire, c'est-à-dire qu'au cours d'une information judiciaire, le juge d'instruction décide d'aller soit lui-même, soit d'envoyer quelqu'un pour recueillir, pour constater, pour poser un certain nombre d'actes dans le domicile privé. Et c'est strictement encadré. La deuxième possibilité, c'est qu'au cours du jugement, en tout cas dans le droit camerounais, mais c'est dans la plupart des droits qui ont la tradition juridique commune, donc le droit latino-germanique, il est possible que le juge, au cours du jugement, instruise une mesure qui consiste à se déporter
vers le domicile. Donc, c'est faisable. Maintenant, si nous revenons dans le cas d'espèce, est-ce que dans le cas d'espèce, nous étions dans l'une de ces hypothèses-là? Apparemment, non. Parce que quand on suit la personne qui représente l'État du Gabon, les intérêts de l'État du Gabon, lorsqu'elle introduit, elle dit le président de la République nous a envoyé. Elle dit le président de la République veut une réponse avant midi. Lorsque le président Bongo lui dit je veux que mon avocate soit là, appelez mon avocate, elle dit on n'a pas besoin de l'avocate, mais de toutes les façons, nous sommes entre guillemets pressés, il faut qu'on ait un résultat. À partir de ce moment-là, la question va changer. Est-ce que le président de la République peut donner un ordre direct à une juridiction d'aller au domicile privé de personnes poursuivies, fussent-elles anciens présidents de la République, pour poser des actes? La réponse, et le professeur Abbé l'a dit tout à l'heure, est non. Parce que nous sommes là en plein incursion grossière du pouvoir exécutif dans le domaine qui n'est pas le sien, qui est le domaine judiciaire. Donc, visiblement, dans le cas d'espèce, on n'aurait pas dû aller au domicile de l'ancien président. Mais je vais quand même essayer d'apporter un petit bémol dans mon discours. Jusqu'à ce que ce soit avéré. Parce qu'il peut aussi être question ici d'un zèle. C'est-à-dire quelqu'un qui a été envoyé dans le cadre de ses missions, qui arrive devant un ancien président, qui n'est pas son interlocuteur normal, et qui, pour se donner de la contenance, va utiliser quelqu'un qui est au même niveau que son interlocuteur pour pouvoir s'introduire en prétextant que le président de la République l'aurait envoyé. Donc, je reste prudent. Je dis si c'est vraiment le président qui l'a envoyé, ce n'est pas normal. Mais si ce n'est pas le président et qu'elle a utilisé l'image, l'institution présidentielle pour poser ses actes, il faudra que le pouvoir gabonais, tout de suite ou dans les jours qui vont suivre, se démarque de cela. Malheureusement, ce qui a suivi avec la réception de ces personnes par le ministre de la Justice tend à confirmer que ce serait peut-être vraiment le président de la République qui les aurait envoyés. Dans le cas de Figaro, ce serait le président de la République lui-même qui aurait envoyé toute cette délégation auprès de l'ancien président Ali Bongo. Comment appréciez-vous la pression qui est exercée par les autorités judiciaires pour la signature de documents sans les avocats des prévenus? Là, c'est le problème fondamental qui se pose moi dans ce dossier parce que le barreau indépendant est la garantie de l'indépendance de la magistrature. Donc, le bâtonnier est le dernier rempart d'un homme abusé. Et donc, l'avocat, qui est le représentant du bâtonnier dans un procès, garantit l'état de droit, le respect des règles de procédure. Dans le cas d'espèce, les faits ont eu lieu pendant la procédure d'instruction. Nous ne sommes pas devant le tribunal de jugement. Nous sommes pendant la procédure d'instruction. On peut demander au président une mise en liberté provisoire sans problème. Mais maintenant, est-ce que le président du tribunal, de la cour, peut se déplacer avec les agents de l'État pour se déporter dans un domicile des gens inculpés sans la présence de leur avocat, alors que l'État a ses avocats à ce moment-là? Cela voudrait dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les règles de procédure n'ont pas été respectées. Et nécessairement, on peut imaginer, parce que Madame Ali Bongo disait que personne n'a accès chez lui, bloqué par des militaires. Donc même son avocat ne peut pas accéder. Deuxième des choses, s'ils avaient impliqué l'avocat des gens qu'on poursuit, ils n'auraient pas eu ce problème. Les échanges se font entre les avocats et le parquet. On arrive à trouver les clauses qu'il faut. Et automatiquement, les Ali Bongo allaient seulement à poser les signatures.
Donc le problème se pose parce qu'ils n'ont pas voulu associer les avocats. Et quand on l'associe par les avocats, c'est parce qu'on ne veut pas respecter les règles de loi. Et quand on ne veut pas respecter les règles de la loi, cela voudrait dire qu'il y a une grosse atteinte à l'état de droit. Et j'ai même suivi Mme Ali Bongo parler de la dignité humaine. Je me souviens, j'avais lu quand j'étais à l'université catholique la thèse d'une consoeur, la fille de Maître Malambala, elle est morte. Elle a fait une thèse en France sur la dignité humaine, 300 pages. Parce que tout ce qu'on fait ici-bas doit respecter la dignité humaine. Et quand on ne respecte plus l'homme, l'humain, l'humanité, on est dans un autre monde. Et donc, nécessairement, on peut imaginer, comme le disait le professeur tout à l'heure, des pressions politiques parce qu'on veut se débarrasser de la famille Ali Bongo par rapport à l'exercice du pouvoir qui arrive. Donc, au juste, pour moi, je crois que ce sera très difficile pour que le peuple ait confiance au régime actuel de continuer à travailler dans ce sens. Parce que le minimum, c'est d'associer les experts dans chaque domaine, tout ce qu'on veut poser. Et le peuple a donc l'impression qu'on prend en compte ses intérêts. Or, dans le cas d'espèce, c'est un peu très difficile pour moi de voir le président de la Cour d'appel se déplacer avec le procureur et parler d'un dossier de procédure dans des maisons privées, alors qu'une décision n'avait pas été prise dans ce sens. Parce que le juge d'instruction peut se déplacer, mais il faut d'abord une décision, une autorisation, parce qu'on ne se déplace pas parce qu'on est l'État. L'État de droit signifie le respect par toutes les entités de la juridiction à l'intérieur de l'État des lois de la République. L'État lui-même. Nous tous, nous devons respecter. C'est ça qui fait le contrat social. Jean-Jacques Rousseau, je vous remercie. Maître Ettouaro vient de parler du peuple et des impressions qu'il peut avoir par rapport à une situation comme celle-là. Professeur Abbé, quel est l'impact que de telles images peuvent avoir sur les citoyens gabonais et africains sous le rôle de la justice en Afrique? C'est que nous continuons à avoir des démarches qui semblent moyenâgeuses. Et le pouvoir politique est aujourd'hui en face du pouvoir cybernétique. C'est-à-dire que les moyens de communication de masse du cyberespace mettent en nous la manière, le rapport du pouvoir au droit. On se retrouve ici, pour le Gabonais moyen, il va se demander, est-ce qu'on est en face de la force du droit ou alors du droit de la force? Et de ce point de vue-là, il me semble que la seconde hypothèse est la plus plausible quand on regarde ce qui est en train de se passer. Au fond, on a un pouvoir, une excroissance, le judiciaire devient une excroissance de l'exécutif et fonctionne désormais aux ordres de l'exécutif. Et c'est tout le dispositif, toute la charpente, la structure de l'état de droit qui est en difficulté, parce que le principe de la séparation des pouvoirs est ici violé. C'est le cas de le dire. Quand on regarde ces images, et ça peut amener un gros recul dans tout le processus de libéralisation qui avait été engagé dans les années 90 au Gabon, à tel enseigne qu'aujourd'hui, on en arrive à une situation où il y a la peur partout, puisqu'on ne sait plus, on ne respecte plus véritablement les procédures, on ne respecte plus la loi, et que des autorités, dans leur logique d'essayer de s'asseoir, utilisent les institutions judiciaires à leur guise. L'autre chose que cela indique au niveau du citoyen gabonais, c'est que M. Oligui Nguema n'est pas venu pour partir. Il n'est pas venu pour partir. Ça se montre clairement qu'il est venu pour lui aussi s'asseoir pour une bonne durée. Parce qu'en réalité, à travers ce procès, on voit bien qu'il est dans une perspective de liquider, je mesure bien le mot, de liquider toutes les possibilités qu'il y ait une opposition qui peut être forte. Professeur Abbé, nous reviendrons dessus dans la deuxième partie de notre échange. Donc, au terme de cette première séquence avec les autorités judiciaires et après signature des documents requis par la famille de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, ces trois vont être reçus par le président Oligui Nguema dans son bureau officiel. On regarde les images. D'autres communications compris. C'est ce que vous avez signé ici. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre.
C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je veux me venger. Professeur Abbé, on revient donc à ce que vous disiez. On voit le président Oligui Nguema recevoir la famille Bongo dans son bureau, le bureau que Ali Bongo occupait avant sa chute. Et dans son propos, il confirme 2 informations. La première, il est bien membre de la famille Bongo et confirme que le coup d'État mené par lui arrangeait la famille au lieu que ce soit un autre militaire. La deuxième, il confirme qu'il est bien l'instigateur de la rencontre avec les magistrats et les autorités judiciaires. Comment analysez-vous cette séquence de révélation? Et cette révélation-là confirme ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on est en face d'un usage politique de l'appareil judiciaire. Ça montre également des hésitations du président qui tantôt veut garantir la liberté de l'appareil judiciaire, tantôt veut jouer le membre de la famille en montrant qu'en réalité, vous n'êtes pas en grande difficulté, mais il faut faire attention parce qu'on est là en face d'un acteur politique qui sûrement a de bons conseils en marketing politique et qui voudrait jouer avec le caractère affectif, avec les affects pour en réalité arriver à convaincre et les mises en cause. Et il apparaît également ici qu'il va être difficile de concevoir l'appareil judiciaire dans le cadre de ce procès comme étant un appareil qui est libre. On constate à travers cette vidéo que le président on rend compte minute by minute au président pour arriver à se rassurer et ça confirme l'idée selon laquelle ce procès est en droite ligne d'une stratégie politique qui, elle, vise à liquider les 60 ans de règne. Professeur Abbé, vous parlez justement d'instrumentalisation de l'appareil juridique. Maître et toi, est-ce qu'on n'assiste pas, comme le professeur Abbé le dit, à une remise en cause profonde et totale de l'indépendance de l'appareil judiciaire au Gabon? Les choses qui me gênent, c'est que le barreau du Gabon n'a pas encore réagi. La première des choses, le bâtonnier du barreau du Gabon aurait déjà fait un communiqué. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le barreau qui garantit l'indépendance de la magistrature. Or, dans le cas d'espèce, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Écarter les avocats, c'est ça qui donne nécessairement l'impression de pression, au fond. Parce que moi, j'ai beaucoup plus l'impression que, bien sûr, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, il n'avait pas un projet politique mûri. Il est en train de faire un peu au fur et à mesure qu'il essaie de s'asseoir. Bon. Deuxième des choses, il est fidèle qui fait partie de la famille Ali Bongo. Est-ce qu'on peut vraiment écarter la famille Ali Bongo alors qu'on dit qu'on fait partie de la famille Ali Bongo? Donc, au fond, j'aurais beaucoup de peine à comprendre que le procès qui arrive sera un procès normal des institutions judiciaires. Parce que si les magistrats de la Cour d'appel vont connaître l'affaire, peuvent se déporter auprès du prévenu, s'ils peuvent être reçus par le ministre de la Justice, cela voudrait dire qu'au fait, c'est beaucoup plus un procès politique. Parce que j'ai lu quelque part qu'on poursuivrait aussi le jeune Ali Bongo, son fils, pour trahison, haute trahison. Première des choses, s'il y a haute trahison, cela veut dire qu'il était complice de son père. Parce que lui n'a pas été nommé dans des postes à ma connaissance. Deuxième des choses, est-ce que à ce moment-là, on peut dire qu'il y a vraiment 2 magistrats au Gabon? Parce qu'un vrai magistrat, c'est que quand il a une procédure, il ne doit pas se présenter publiquement avec les membres du corps exécutif. C'est impossible. Donc, comme dit le professeur Abbé, au fond, j'ai l'impression que la confiance que le président voudrait que les Gabonais aient à la justice va s'effondrer.
Ok, Maître et toi, j'aimerais maintenant m'adresser à Maître Ngoz. Comment pensez-vous qu'un prévenu a pu aussi facilement filmer des entretiens privés comme ça avec des autorités judiciaires et même avec le président de la République? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de failles du système de sécurité gabonais? En une ou deux minutes. Bon, la première chose, c'est que ce n'est pas normal. C'est-à-dire le fait de filmer cela. Mais ça, je crois que c'est les circonstances qui ont permis, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu le faire, mais il y a d'autres images qu'il a faites au sein de l'institution judiciaire, mais ça a été plus facilité par le fait qu'eux-mêmes ont prêté le flanc en allant à son domicile. Malheureusement, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. On est à l'ère des TIC. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et ça ne peut pas être la faute de celui qui a filmé. C'est la faute de celui qui s'est laissé filmer parce qu'il s'est mis en situation. Parce que si ça s'était passé dans le bureau du président de la cour d'appel, par exemple, ce ne serait pas exactement la même chose. Merci, Maître Ngoz. Nous marquons, professeur Abbé, nous revenons dans quelques instants. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause à la suite de laquelle nous reviendrons sur les conséquences politiques de ces vidéos espions avec la réaction du gouvernement et du principal opposant, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Belibinze. C'est-à-dire Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie du professeur Claude Abbé, de Maître Blaise Ngoz et de Maître Blaise Etoa pour discuter des enjeux du procès de Sylvie et Noureddine Bongo. Au Gabon, se tient du 10 au 14 novembre 2025 le procès de l'ex-première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo. Ces derniers ont diffusé des vidéos espions réalisées lors d'un entretien à domicile avec les plus hautes autorités judiciaires du pays et d'une entrevue dans le bureau du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Des vidéos qui vont créer un véritable séisme dans toute la classe politique gabonaise au point de provoquer 3 conférences de presse, celle du porte-parole du gouvernement, M. Théophane Nzameze Biogué, du conseiller spécial, porte-parole de la présidence de la République, d'Alain-Claude Belibinze, principal opposant, et même du Parti démocratique gabonais qui fustige la justice gabonaise. Regardons les déclarations. Enfin, s'agissant des récentes tentatives de déstabilisation menées par Madame Sylvie Aimée Valentin, épouse Bongo, la présidence de la République observe la situation avec sérénité et avec froideur. Elle note qu'un schéma apparaît clairement aujourd'hui, celui qui consiste à mener des attaques alignées sur les déplacements du chef de l'État Alain Tabon et de ses institutions. Qu'il s'agit ni plus ni moins d'une campagne d'influence et non de l'expression d'une volonté de voir triompher. L'État demeure concentré sur sa mission, celle de servir le peuple gabonais. Le procès s'ouvrira le 10 novembre prochain. La justice sera rendue au nom du peuple gabonais. Ainsi, le nombre d'initiatives heureuses, comme celle donnée de voir sur les réseaux sociaux, aussi important soit-il, ne saurait empêcher que la justice, là encore, soit rendue gabonais au terme du procès qui s'ouvre le 10 novembre. Et les magistrats, moi je ne jetterai pas le propre sur eux. Les magistrats sont soumis à des pressions quotidiennes. Ils sont menacés, ils sont intimidés, ils sont contraints parfois nuitamment de rendre des décisions pour plaire au prince. Et ça ne peut pas se poursuivre. C'est un double standard qui nuit à la sérénité de la justice. C'est un double standard qui dégrade notre pays et qui dégrade la confiance nécessaire que le citoyen doit avoir en sa justice. Et l'actualité nous fournit la parfaite illustration de cette justice aux ordres. Cette justice instrumentalisée pour assouvir ce qui apparaît désormais comme une vengeance. Mais l'État ne se venge pas. L'État ne punit pas. L'État corrige par l'application de la loi à laquelle l'État lui-même est soumis. Mesdames et messieurs, le procès annoncé pour se tenir le 10 novembre prochain, dans quelques jours,
devant la cour criminelle spéciale et qui doit juger Mme Sylvia Bongo Ondimba et son fils, Noureddine Bongo Valentin, soulève de nombreuses questions dans l'opinion, surtout après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Je sais que la facilité voudrait qu'on dise que l'Église défend Ali Bongo et sa famille. J'aurais pu. Mais il se trouve que je ne le fais pas. Je défends les principes de droit, les principes d'état de droit, qui concernent aujourd'hui M. Ali Bongo, comme ils ont concerné d'autres personnalités hier. Et comme demain, ça va concerner d'autres personnalités. Et la justice ne doit pas avoir un visage. Elle ne doit pas être instrumentaliste. Elle ne doit pas être orientée. Elle doit être neutre. Elle doit être dite avec sérénité. Dans ce dossier, notre justice montre son manque de sérénité. Dans ce dossier, notre justice montre qu'elle est instrumentaliste. Et le simple fait de ces vidéos, sans implication aucune de la part de l'État, ni le porte-parole de la présidence, ni le porte-parole du gouvernement, ni le ministre de la Justice, ni le procureur général, ni le procureur, personne ne s'explique sur ce dossier. Et on va faire des procès. Quelle est la valeur de ce procès? Professeur Claude Abbé, on entend l'opposant Alain-Claude Béli-Bénizé parler de vendetta, de neutralité et même d'instrumentalisation de la justice. De l'autre côté, le porte-parole de la présidence parle d'une campagne d'influence bien orchestrée. Où se trouve la vérité? La vérité, c'est au niveau de ce que nous voyons. Ce n'est ni du côté de la présidence, ni du côté de M. Béli-Bénizé, mais en réalité des faits qui transparaissent à travers toutes ces vidéos et les avocats avec nous ont montré que justement au niveau de la procédure, il y a beaucoup de choses à redire. Donc à mon sens, plus que le procès des Bongo, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la sérénité et surtout la capacité de la justice gabonaise. C'est son efficacité, c'est sa capacité à pouvoir rendre justice et non pas à pouvoir légitimer des démarches politiques. Et en mon sens, c'est toute la légitimation du pouvoir qui se joue également. Parce que il faudrait pas qu'à la fin du procès, on ait une impression qu'on avait un bourreau qui avait tous les instruments avec lui et qui était en réalité en face des gens qui étaient les victimes. Il ne s'agit pas pour moi de dire ici là que la famille Bongo n'a rien fait. Ce n'est pas de ça qu'il est question, mais en réalité, qu'on puisse dire le droit, avec la manière et en suivant les procédures pour qu'on soit certain que le procès, il y avait des gens qui avaient commis des infractions et que la loi, dans sa dureté, leur a été opposée. Mais dans le cas d'espèce, on est en face d'un procès politico-judiciaire. Professeur, merci pour cette analyse. Maître Ngos, le porte-parole de la présidence estime que cette vidéo reflète la violation manifeste du droit à la vie privée et de la confidentialité des échanges, mais il indique également que les mises en cause dans les vidéos filmées peuvent saisir la justice. Est-ce qu'on peut croire en cette possibilité? Alors, je l'ai dit, je crois que si vous m'aviez écouté, je vous ai dit que effectivement, on ne peut pas filmer quelqu'un et diffuser ces images sans son avis, sans son accord. Donc, nous sommes effectivement en présence d'une potentielle infraction. Je ne sais pas comment ça se qualifie au Gabon, mais au Cameroun, cette infraction existe. Mais l'infraction, généralement, se met dans un contexte. On l'apprécie par rapport au contexte de l'infraction. Ici, nous sommes dans le domicile des Bongo, qui sont à qui des officiels rendent visite pour poser des actes judiciaires et à qui on refuse le droit d'être assisté par leurs avocats. À partir de ce moment-là, je pense que nous sommes dans le cadre de la défense des droits civiques. C'est-à-dire on sort du cadre purement juridico-judiciaire pour aller dans le domaine des droits civiques, le droit à un procès équitable, le droit d'être assisté
Et ils se défendent donc dans ce domaine-là avec les moyens qui sont les leurs et parmi lesquels cette vidéo qui a été filmée. Mais je voudrais peut-être ajouter que au-delà de la légitimité et autres, la crédibilité de la justice gabonaise est en jeu. Et malheureusement, balayer ça d'un revers de la main, comme l'a fait le porte-parole de la présidence de la République, à mon avis, je peux me tromper, il aurait dû donner une explication plus structurée, plus construite, que de dire qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation ou d'une distraction. Parce que malheureusement, quoi qu'il en soit, et si vous regardez, vous avez bien regardé la vidéo, dans la vidéo, on oblige la famille Bongo, on lui dit de dire qu'elle n'engagera aucune action, ni en interne, ni à l'international, pour faire valoir les droits qui sont les siennes. Donc, il y a autre chose qui se joue et je crois que ce procès ne va pas se terminer dans 14 jours, comme on dit. Il y aura des suites et ces suites peuvent aller aussi loin que possible. Et ce ne serait pas bien pour l'État gabonais et ceux qui... Merci, Maître Ngos, pour cette intervention. Nous marquons à présent une courte pause. Madame, Monsieur, vous êtes bien sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique dans le programme Africa Newsroom. Il est reproché à Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo, principaux prévenus, de s'être servis des leviers de l'État par la proximité avec le président déchu pour détourner massivement des fonds publics. Les autorités auraient gagné depuis la chute du régime Bongo des investigations approfondies pour tracer les avoirs dissimulés. Il s'agit notamment de fonds envoyés aux États-Unis, en Suisse, à Londres, à Hong Kong et dans plusieurs paradis fiscaux ainsi que des biens immobiliers acquis en Europe et au Gabon. Le travail s'avère laborieux pour le système judiciaire car il nécessite la coordination de multiples institutions et la collaboration des États concernés. On regarde la déclaration du porte-parole de la présidence à ce sujet. Vous savez, les avocats de Madame Bongo et de son fils, Monsieur Bongo Valentin, peuvent dire ce qu'ils veulent. Au-delà de ce qu'ils disent, il y a des faits. Le procès va s'ouvrir. Il y a des procédures judiciaires qui encadrent ce genre de contexte et ce genre de situation. Le procureur général de la République près la cour d'appel de Libreville, le docteur Eddy Minan, s'est largement prononcé d'ailleurs sur cette question que vous mentionnez à l'occasion de sa dernière conférence de presse. Ces derniers seront jugés par contumace et au sujet des avocats, pour insister là-dessus, il a d'ailleurs indiqué qu'ils ne se sont pas constitués. Nous ne sommes pas ici en France, on est au Gabon. Et c'est la justice gabonaise, ce sont les règles du code pénal gabonais et du code de procédure pénale gabonais qui vont s'appliquer à ces citoyens gabonais qui ont à répondre d'un certain nombre de faits devant la justice, qui décidera. Ça me donne l'occasion de revenir peut-être sur la séquence que nous vivons. On nous a dit il y a quelque temps dans une interview que monsieur, et d'ailleurs c'est lui-même qui le disait, Bongo Valentin, donc Noureddine, ne s'était jamais senti au Gabon, chez lui, culturellement. Alors maintenant qu'il a été libéré de ce pays dans lequel il ne s'est jamais senti chez lui, il a beaucoup de temps pour nous faire étalage de ses talents de producteur, réalisateur de séries à sensation. Mais qu'on se le tienne pour dit, quel que soit le nombre de vidéos, je dis bien quel que soit le nombre de vidéos, le procès s'ouvrira le 10 novembre. Et la justice sera rendue par les magistrats gabonais qui ont eu à connaître de cette affaire et qui vont délibérer librement. Et je le redis, la présidence de la République observe avec sérénité et avec froideur. La froideur qui caractérise le fonctionnement de l'État. La même froideur et la même sérénité qui, nous l'espérons, comme tous les autres Gabonais, encadrera le travail des magistrats. Au fond, et pour terminer là-dessus, cette affaire peut se résumer en deux questions, deux paris. La première question, c'est de se dire, est-ce que les Gabonais, dans leur écrasante majorité, tiennent à ce que les Bongo Valentin soient jugés ? Je vais me hasarder à dire que la réponse à cette question, c'est oui.
un grand oui, un énorme oui. Et puis il y a une deuxième question. Est-ce que, à la suite de la publication de ces vidéos, quel qu'en soit le nombre, quel qu'en soit le contenu, est-ce que, après la publication de ces vidéos, les Gabonais considéreront que les Bongo Valentin doivent être dispensés de leur comparution et du jugement parce que ce seraient de petites victimes innocentes? C'est la matière à sondage, et en la matière, vous êtes, en tant que journaliste, Maître, et toi, comment comprendre que seuls Sylvia Bongo et Noureddine Bongo soient poursuivis alors que l'ex-président Ali Bongo Ondimba ne fait l'objet d'aucune poursuite? La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le président a un statut légal. C'est-à-dire qu'il ne peut être poursuivi que sur cas de haute trahison. Donc, il ne peut pas être poursuivi pour des infractions de droit commun. Deuxième des choses, le président, l'ancien président, est malade. Quand on le voit physiquement, il est malade. Et je ne vois pas un président normal attraire un malade, ancien président, devant les juridictions. C'est impossible. Parce qu'il faut être humain. Le vrai problème de fond qui va se jouer, c'est que est-ce qu'un membre de la famille Bongo, comme le déclare le président, peut juger la famille Bongo et peur que la famille Bongo ne soit plus au pouvoir? Voilà tout ce qui va se jouer dans ce procès. C'est-à-dire que, est-ce que je peux décider que les membres de ma famille ne peuvent plus être au pouvoir alors que moi, je suis au pouvoir? Moi, je crois que c'est le président, c'est un président de transition au Gabon. Sinon, ce sera toujours les Bongo. Du point de vue purement judiciaire, je vous ai dit, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a une autorité judiciaire. Donc, au fond, tout le monde sait ce qui va arriver, quel que soit le cas. Dernier des choses, vous avez parlé tout à l'heure de la violation de l'enregistrement des gens qui étaient au domicile des Bongo. Quand vous partez chez quelqu'un qui a déjà mis ses caméras partout dans sa maison, vous acceptez être enregistré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir chez moi, vous me trouvez sans invitation, et que vous trouvez qu'il y a des structures qui sont là pour enregistrer tout ce qui se passe chez moi, vous vous plaignez. Peut-être, ils peuvent saisir la justice en disant qu'on les a enregistrés à leur insu, ce qui est normal. Mais quand même, on va se demander pourquoi est-ce que vous êtes allé sans avoir été invité. La suite classique, c'est qu'au fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'association des malfaiteurs, l'infraction visée qui vise l'un des enfants de Bongo, cela voudrait dire au fond, c'est tous ceux qui ont travaillé dans le régime Bongo qui vont avoir peur. On peut les prendre d'une manière ou d'une autre. Maître Ngos, merci, Maître et toi, pour cette éclaircie. Maître Ngos, comment établir la preuve des détournements de Sylvia Noureddine Bongo, sachant qu'on indique qu'il y a des fonds qui se trouvent en Europe, en Asie et même au Gabon? Alors, comment établir? Vous savez, c'est un processus. Chaque infraction, sur la base du principe de la légalité des infractions et des peines, doit être prévue par la loi. Ça, c'est le principe de base, c'est le principe de la légalité. Et c'est la loi qui dit, pour qu'on parle de telle infraction, voici les éléments constitutifs de cette infraction-là. Dans le cas du détournement des biens publics ou des fonds publics, il faut qu'il y ait des biens, que ces biens aient un caractère public, que ces biens soient détournés, c'est-à-dire utilisés à un usage privé ou utilisés à un autre usage que celui pour lequel les fonds ont été mis à disposition. Dès qu'on a ces éléments, il reste un dernier élément, ça s'appelle l'élément intentionnel. Il faut qu'on ait l'intention de les utiliser dans un autre cadre. Et c'est ce travail donc de recherche que les enquêtes, l'information judiciaire et même le tribunal de jugement, tous ces compartiments font. C'est-à-dire que il y a des biens qui sont déclarés avoir été détournés. Il faut maintenant créer une corrélation. Et vous avez suivi dans l'une des vidéos le fils Bongo qui dit « cet argent ne leur appartient pas ». C'est-à-dire l'argent qui est censé avoir été saisi dans leur domicile, dans les mallettes, dans les valises et autres, ne leur appartient pas. Donc, il faut établir que cet argent était l'argent de l'État, par exemple,
que cet argent avait été remis entre les mains de ceux qui sont poursuivis et qu'ils ne l'ont pas utilisé pour... Maintenant, pour les biens qui sont éparpillés, là, ça va être un peu plus difficile parce que ces biens sont la propriété de ces personnes. Il faudra aller maintenant chercher l'origine des biens. Quel est l'argent qui a été utilisé pour acquérir ces biens-là? Et l'argent qui serait dans les paradis fiscaux, c'est le même mécanisme qui va être. Donc, c'est un travail. Je suppose que s'ils ont déjà programmé le procès, ça veut dire que ce travail préalable a été fait et qu'aujourd'hui, on va présenter au tribunal les éléments d'accusation que malheureusement, ceux qui sont poursuivis auront la possibilité de contester, mais là, nous sommes dans un procès par contumace. Donc, on va seulement avoir la présentation de preuves sans une contradiction et les juges, sur la base de ce qu'ils auront comme preuve et comme contre-preuve qu'il n'y aura pas, ils vont se prononcer. Donc, l'issue du procès est malheureusement connue dans le cas d'espèce parce qu'il n'y aura pas une contradiction. Ce qui est apparu, et je comprends pourquoi ça justifie pourquoi le porte-parole de la présidence de la République dit que le procès va se tenir, la justice va se prononcer, parce qu'effectivement, la justice, elle ne va pas utiliser les images des réseaux sociaux, elle va utiliser les éléments qui sont dans les dossiers qui vont être présentés aux magistrats, et c'est sur la base de ces éléments que les magistrats vont se prononcer. Donc, ils peuvent être sereins, effectivement, dans le cadre d'une procédure par contumace qui n'a pas de contradiction. Ils peuvent savoir déjà quelle va être l'issue de cette procédure-là. Le procès Bongo, révélation-interrogation. Nous vous revenons dans quelques instants pour parler des conséquences politiques de ce procès. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Théophane Zébiogué, a estimé que les vidéos clandestines sont, on le cite, une campagne d'influence qui vise une tentative de déstabilisation, mais qui ne prospérera pas. La suite en images. Parler des vidéos, je vous disais et je le redis, avec sérénité et avec froideur. Tentative de déstabilisation parce que alors qu'on a des faits jusque-là présumés qui sont quand même d'une gravité certaine, alors qu'on a de tels faits qui sont portés devant la justice, eh bien, ces derniers ont pris le soin de snober et continuent de snober la justice gabonaise. On snobe la justice gabonaise. Et on préfère se déployer sur le terrain de la communication d'influence. L'interview à laquelle je faisais allusion, vous pensez qu'elle était destinée au peuple gabonais? Vous pensez que la forme de cette interview, le contenu de cette interview, était destiné aux Gabonais? J'ai une petite idée sur la question, je pense que non. On est dans une campagne d'influence et qui vise une tentative de déstabilisation mais qui ne prospérera pas. Ensuite, vous parlez du contenu des vidéos qui, soit dit en passant, reste à être authentifié. À l'observation, il s'agit d'un merveilleux séquençage. Parce qu'on sait qu'on filme, on sait ce qu'on dit. Suivez mon regard. Vous dites que des magistrats se prononcent. Vous avez énuméré quelque peu les personnes qui apparaissent dans cette vidéo. Ce qui est bien, c'est que je n'ai à aucun moment entendu le nom du président de la République dans votre énumération. Il faut aussi dire et préciser qu'il n'y a pas que l'autorité judiciaire qui est présentée dans cette vidéo. Il y a l'agence judiciaire de l'État. Il y a les avocats de l'État qui sont partis à cette vidéo et qui, ou plutôt dont le déplacement est encadré par des textes qu'a rappelé le docteur Eddy Minant, procureur général près la cour d'appel de Libreville. La même procédure qui s'appliquerait à un membre du gouvernement ou à une autre personnalité mise en cause dans le cas d'une affaire aussi grave. Donc ce déplacement a été encadré. Le Gabon, en la matière, n'a pas inventé la machine à courber les bananes. Ils se sont déplacés dans le cadre d'une procédure encadrée et prévue par nos textes, qui s'applique, qui plus est, parce qu'il est mis en cause, même s'il n'est pas poursuivi dans cette affaire, comme l'a rappelé le procureur général, parce qu'il est mis en cause, qui s'applique à l'ancien chef de l'État qui, rappelons-le, au terme de la nouvelle loi fondamentale,
est membre de droit de la Cour constitutionnelle. Donc, ce déplacement était encadré. L'exploitation du contenu, c'est l'affaire des Bongo Valentin. Je m'interroge sur la valeur juridique de ces vidéos, parce que le 10 novembre, c'est le droit qui sera dit. On ne viendra pas traiter des états d'âme des uns et des autres, on viendra parler de droit. Et c'est ce que j'avais à dire sur votre question. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont perdu leur emploi lorsqu'Ali Bongo était président de la République. Il y a des Gabonais qui aujourd'hui vivent avec des balles dans le corps après l'assaut du QG de Jean Ping. Ces Gabonais-là ne méritent pas qu'on ait de l'amour pour eux. Ces Gabonais-là ne méritent pas qu'on ait de la compassion, de l'empathie pour eux. Non. Ceux qui méritent la compassion d'Oligui, selon les soutiens de Bobo, c'est Sylvia et Noureddine et Ali Bongo. Finalement, qui est le soutien de qui? Qui soutient qui finalement? Pourquoi ne pas organiser un hommage national pour toutes ces personnes tombées? Pourquoi ne pas dédommager les victimes de ces parents-là? Pourquoi ne pas... C'est ça les véritables questions que nous nous posons. Le Gabon ne se résume pas à Ali Bongo et à Sylvia Bongo. Ils sont partis, ils ne reviendront plus au Gabon. Noureddine l'a dit qu'il ne reviendra plus au Gabon. Ali Bongo ne sera plus président du Gabon. Mais le Gabonais, où le Gabon demeure, la République demeure. Et qu'est-ce que vous nous avez proposé comme solution de sortie de crise? Et vous, les victimes de ceux de 2016, vous laissez des personnes, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Geoffroy Fumboula, qui est au pouvoir aujourd'hui, lorsque en 2024, Professeur Abbé, dans la préparation de ce procès, le ministre de la Justice, Séraphin Akouredavin, a mené des préparatifs avec l'ensemble de la haute hiérarchie judiciaire, procureurs, présidents de cour, bâtonniers, inspecteurs généraux. Le pouvoir gabonais ne risque-t-il pas de donner un sentiment d'orchestration politique? Et assurément, lorsque vous regardez comment les choses se déroulent, on a comme une impression que le politique a bien mis en route une stratégie pour arriver à faire en sorte que son pouvoir, le pouvoir de l'exécutif, s'étende jusqu'au niveau du judiciaire. Et vous le constatez que dans les premières vidéos, l'on indique que le chef de l'État lui-même suit cela au jour le jour. Le porte-parole également, nous a encore rappelé ça dans ses sorties tout à l'heure. Ça indique qu'en réalité, on est là dans une confusion entre les trois fonctions de pouvoir. Et le risque aussi qu'il y a ici, c'est qu'on soit dans une affaire de chasse aux sorcières. Parce que vous avez vu qu'il y a une des infractions qui est où on parle d'une tentative de déstabilisation vis-à-vis du pouvoir. Cela peut augurer que les acteurs politiques qui ont hier servi autour de M. Bongo, M. Ali Bongo, ne doivent pas avoir sûrement le sommeil tranquille actuellement, parce qu'on ne sait pas. En commençant par l'échiquier le plus élevé, cela indique qu'il y a un symbole, un mot fort qui est envoyé, un signal fort qui est envoyé aux autres qui étaient ministres, qui étaient, je ne sais pas moi, parmi les gouvernants d'hier, que personne ne sera à l'abri. Parce que si on commence par couper la tête la plus élevée, cela indique qu'il y a donc un problème de pacification politique de la vie et du jeu au niveau du Gabon qui va se poser prochainement, parce que cela pourrait amener un certain nombre d'adversaires de M. Oligui à prendre peur parce que la justice apparaît comme étant aux ordres à ce titre-là. Et le pouvoir a probablement voulu utiliser ce procès pour montrer que lui ne fera probablement pas comme le faisaient les Ali Bongo, en utilisant
une forme de pouvoir qui est néo-patrimoniale, c'est-à-dire dans laquelle il y a une confusion entre les biens privés et les biens publics à telle enseigne qu'on ne voit plus la différence entre les deux. Mais est-ce que c'est certain que au sortir d'ici, le pouvoir ne risque pas de créer une crise de confiance avec des Gabonais? Parce qu'en réalité, le discrédit qui pourrait être jeté sur l'institution judiciaire, ce serait un discrédit, surtout, serait un discrédit qui pourrait faire en sorte qu'on n'ait plus confiance aux institutions. Deuxième chose qu'on peut constater ici, c'est que l'usage par la famille Bongo des moyens de communication, notamment les moyens cybernétiques, indique en réalité que eux ne sont pas sur le terrain judiciaire, ils sont sur le terrain politique. Et le risque qu'il y a, c'est qu'on se retrouve en face d'une vengeance qui a utilisé l'appareil judiciaire pour résoudre les problèmes politiques. Maître Étoile, on revient encore à cette question de vengeance, de vendetta et même de transparence de l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'opinion publique peut encore croire à la transparence de ce procès à venir? La problématique de la transparence est très complexe, madame, parce que le mot transparence a une définition, une signification qui dépend, c'est beaucoup très subjectif, première des choses. Deuxième des choses, la transparence doit être prévue par une loi pour pouvoir être vérifiée si on a respecté. Au fond, la première des conséquences qu'il faut tirer, parce que je l'avais dit quand j'avais fait commenter la sortie de la concert Eyoum, quand elle a eu la grâce du président de la République à la sortie de la prison. Le problème de fond, c'est que quand vous avez des gens qui gèrent le pays ayant d'autres nationalités, ils peuvent partir et faire tout ce qu'ils veulent, sachant qu'ils auront des appuis. Et donc, ça devient très, très difficile quand on a un président qui a une double nationalité, une femme qui a une double nationalité. J'entendais tout à l'heure le fils Bongo dire qu'il ne s'était jamais senti gabonais. Et donc, nécessairement, cela va encore activer la haine que les Gabonais ont envers les Bongos. Je ne crois pas que ce procès peut aider le président de la République du Gabon à apaiser les choses. Même si on a vu depuis presque un an les décisions qui veulent prendre diminuer les salaires des directeurs généraux, essayer d'être un peu réglés pour protéger les biens publics. Mais au fond, le seul fait que la famille Bongo est partie et décide de ne pas revenir est très difficile à accepter pour les Gabonais. Mais malheureusement, s'il essaie de faire la chasse aux sorcières, c'est-à-dire s'il essaie d'attaquer tous ceux qui ont travaillé avec les Ali Bongo, là, il aura encore tout le Gabon sur son dos. Je crois vraiment que s'il veut se débarrasser de la famille Bongo par cette procédure-là, ce sera difficile pour lui d'avoir la sympathie. Professeur Abbé, je reviens vers vous. Le président Oligui Nguema s'est arrogé tous les pouvoirs, notamment à travers les législatives où il a obtenu la majorité absolue. Le Gabon est revenu à une situation d'un parti unique, dominant tous les leviers de pouvoir. Ne sommes-nous pas devant une vitrine politique brisée par le président Oligui Nguema? Oui, ce que M. Oligui Nguema, son Excellence Oligui Nguema démontre, c'est qu'en réalité, le moment de respiration, j'appellerais ça ici, la période après putsch, que c'est terminé. C'est-à-dire, on est là en face de ce que j'ai coutume d'appeler l'art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place. En réalité, il n'y a que les visages qui ont changé. On est dans une forme de reconstruction des figures, des leviers et des structures de l'autoritarisme au niveau du Gabon. Il y a un recul démocratique qui est évident sur ce plan-là. C'est évident, il y a un recul démocratique qu'il y a lieu d'avoir peur aujourd'hui que les Gabonais se mettent à commencer à regretter les Bongos. C'est le risque qu'il y a sur le terrain politique avec ce procès et cette manière de fonctionner où on a le président de la République qui est un peu partout. Et il vient encore le démontrer. Parce que tels que les éléments que nous avons vus tout au long de l'émission montrent la même mise qu'il a également sur le pouvoir judiciaire. Que finalement, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire et le pouvoir législatif sont des excroissances du pouvoir exécutif. Et on est là
dans un travail de retotalisation du Gabon avec une dynamique derrière qui risquerait de déboucher sur une personnalisation du pouvoir. Et donc sur un retour sur le même néo-patrimonialisme qu'il entend pourtant combattre dans le cours de ce procès. On a une impression que l'histoire semble être en train de bégayer. Probablement, on se rend compte, et on peut le comprendre, que étant dans le modèle de fonctionnement du système politique ancien, étant lui-même l'un des membres de ce pouvoir-là, que la culture politique d'hier l'inspire et l'amène en réalité à vouloir reproduire peut-être à sa manière, de manière plus ou moins différente, sous une autre forme, la dynamique et les structures du pouvoir ancien. Professeur Abbé, d'après vous, ce procès va-t-il véritablement rendre justice ou va-t-il définitivement solder une ère depuis l'avènement du coup de libération du 30 août 2023 et quel bilan peut-on retenir d'Oligui Nguema depuis son élection? Je vous disais, j'estime de mon point de vue que ce procès est un procès de tous les dangers. Pour le pouvoir en place, c'est une patate chaude entre ses mains, parce qu'en réalité, au-delà du procès, la famille Bongo a bien compris et tiré profit des failles qui lui ont été données pour que le procès ne soit plus uniquement un procès judiciaire, qu'il le déporte sur le terrain politique. Malheureusement, le pouvoir lui aussi est allé de dérapage en dérapage, lui fournissant les moyens pour justement arriver à politiser le procès. Ça veut donc dire que finalement, c'est aussi un procès de tout le temps mis par M. Oligui Nguema. Un procès qui va permettre aux Gabonais de comprendre si vraiment Oligui Nguema a fait rupture avec le régime ancien. Et là-dessus, il ne semble pas que il n'y a pas une impression qu'il a véritablement fait rupture avec le régime ancien du point de vue de l'usage qu'il lui aussi utilisait hier l'appareil judiciaire pour résoudre, pour réguler le jeu politique. Et quel bilan peut-on donner? Il va être difficile de dire quel est le bilan qu'on peut faire de la part des 2 ou 3 ans de mandat qui sont ceux de M. Oligui Nguema, parce que ce serait, pour ce laps de temps-là, il est difficile de faire véritablement un bilan. Mais on peut quand même arriver à dire 2 ou 3 choses là-dessus. Première chose, on a comme une impression que M. Oligui Nguema n'a pas véritablement soldé, liquidé le règne des Bongo. Il n'a pas liquidé parce que quand vous regardez, Oligui Nguema a repris exactement à peu près le même personnel gouvernant pour le remettre en selle. Et il me semble donc ici que ça a davantage été une révolution de palais qu'autre chose. Vous allez également vous rendre compte qu'il vogue un peu sur une tendance populiste. C'est-à-dire qu'il récupère les idées qui circulent dans le peuple, dans la rue, et il les formalise pour en faire des outils de gouvernement du Gabon. Je vais vous prendre un exemple. L'idée du Gabon, le slogan, le Gabon aux Gabonais d'abord. On l'a vu que même pour les petits commerces, aujourd'hui, ils n'acceptent plus que des gens venus d'ailleurs, c'est-à-dire des étrangers, arrivent à gérer ce pan-là. Il y a des textes ministériels qui ont interdit cet élément-là et qui remet en question ce que le règne Bongo avait mis en place. Le règne Bongo avait mis en place l'idée de l'ouverture du Gabon au reste des Africains en rapport avec les questions d'intégration régionale. Et il me semble que là, il y a comme une sorte de chasse aux sorcières. Et on voit également un Oligui Nguema qui veut resserrer, qui veut lutter contre le néopatrimonialisme. Parce qu'ils mettent en place un certain nombre de règles assez impersonnelles pour arriver à gérer la chose publique, telle qu'on le voit. On voit également une grosse différence avec M. Ali Bongo. Il est partout. Vous allez le voir même dans la rue, vous allez le voir même dans les quartiers pour essayer en réalité de toucher du doigt la réalité et dire et avoir un gouvernement qui est
une gouvernance qui est en réalité adaptée aux situations qu'il observe au quotidien. Donc, de mon point de vue, il y a ces éléments-là, mais il faut regretter un recul de la démocratie et de l'état de droit. Professeur Claude Abbé, Maître Blaise Ngoz, Maître Blaise Etoa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom. Merci de votre fidélité au groupe Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.